Bonjour à tous. Don't be fooled by the internet. It's cool. It's cool to get on the computer, but don't let the computer get on you. AI is here. And so to fight it is to, in a sense, to fight something that is a battle that we will lose. Voilà, on vient de voir successivement une intervention de Prince qui date de 1999, un monde dans lequel les États-Unis sont encore les vainqueurs de la guerre froide, où le World Trade Center est encore debout, où Internet balbutie, où Ben Laden est encore inconnu, où Poutine ne dirige pas encore la Russie, et où l'Europe s'apprête à lancer l'euro. Et la deuxième vidéo est une vidéo de Demi Moore prise au Festival de Cannes il y a quelques jours, dans un monde complètement différent, où la seule certitude qui semble définitive, c'est que le pouvoir de la technologie va augmenter considérablement. Jusqu'où? C'est la question qu'on va essayer de se poser. Avec quelle maîtrise? Luc Julia, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, informaticien, conférencier, vous êtes franco-américain, vous êtes surtout une des principales voix aujourd'hui françaises dans le débat sur les intelligences artificielles. Vous avez été l'un des concepteurs de l'assistant vocal Siri. Vous avez été membre du comité de l'intelligence artificielle générative piloté par Philippe Aghion. Vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet, dont le dernier, IA générative, pas créative. L'intelligence artificielle n'existe toujours pas. Et pour vous, les intelligences artificielles, l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence augmentée. C'est en gros, c'est un marteau sophistiqué en quelque sorte, c'est ça? C'est ça, c'est un gros outil. Voilà, c'est ça. Abel Quentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous avez écrit 2 romans, Le Voyant d'Estampes en 2020, qui a reçu le prix. 3 romans, pardon, pas désolé. En tout cas, j'en ai noté 2. Le Voyant d'Estampes en 2021, qui a reçu le prix de Flore, et puis Cabane. Les 2 ont été traduits dans plusieurs langues. Et là, vous publiez Sanctuaire, qui est un pamphlet, on peut le dire, contre l'intelligence artificielle et même contre les réseaux sociaux. Vous dites, je ne suis pas expert, je suis écrivain. Et alors, c'est même le propos du livre, une urgence que j'essaie de transmettre au lecteur, ne pas laisser intimider par la technique du sujet, parce que les implications sont politiques, sociales et concerne tout le monde. Pour vous, la pensée technicienne est d'essence fasciste, vous le dites carrément dans le bouquin. Oui, alors peut-être pas fasciste au sens très très rigoureux qu'on peut donner à ce terme et qui a été défini par des philosophes, mais fasciste un petit peu par abus de langage, en tout cas autoritaire, très profondément autoritaire. Elle procède par intimidation et elle tente de nous déposséder de notre devenir collectif. Et Samuel Fitoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur au Figaro, vous êtes essayiste, vous avez écrit 2 livres, Woke Fiction et Pourquoi les intellectuels se trompent. Vous avez aussi un Substack dans lequel vous écrivez beaucoup sur l'intelligence artificielle ces temps-ci. Mais vous, c'est plutôt, enfin, vous soulignez les risques, mais c'est plutôt, on vous sent plutôt dans une démarche exploratoire, il me semble. Oui, moi je m'intéresse beaucoup. Moi en fait, depuis quelques temps, je travaille notamment dans un fonds d'investissement et mon métier c'est d'investir Ouais. dans l'IA notamment. Oui. Donc je m'intéresse beaucoup à cette technologie. Moi je partage, on en parlera, mais certaines des inquiétudes d'Abel Quentin sur le monde de demain, sur le risque peut-être existentiel que pose l'IA à l'humanité. Mais je pense aussi que cette technologie est porteuse d'espoir incroyable sur le plan de la découverte scientifique, du progrès médical, de la disparition des souffrances humaines et ce genre de choses. Donc La voilà, disparition des souffrances humaines, carrément. en tout cas la limitation des souffrances humaines. Alors, Luc Julia, je commence par vous. Je viens de le dire, dans vos livres, dans le dernier en particulier, il y a une tendance à presque minimiser l'importance de l'intelligence artificielle et même de la technologie en général. J'ai dit tout à l'heure, pour vous, c'est juste de l'intelligence augmentée, un outil classique. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a une confusion sur le mot intelligence. Et qu'on comprend l'intelligence comme si les machines étaient dotées d'une espèce de génie démiurgique, alors qu'en réalité, il faut entendre autre chose. Il faut entendre, dans le terme intelligence, il faut entendre le mot information en réalité.
Exactement. De toute façon, il faut retourner aux origines du terme intelligence artificielle, hein. C'est en 1956 que ça a démarré. En 1956, ce qu'on commençait à faire à l'époque, c'était mettre beaucoup d'informations pour faire ce qu'on appelle les intelligences artificielles statistiques. Donc, on allait créer des modèles avec des données. Et donc, il faut comprendre, c'était fait aux États-Unis, à l'université de Dartmouth, il faut comprendre effectivement le I de intelligence comme le I de CIA. C'est-à-dire c'est de l'intelligence information. Ça a les deux sens vraiment en anglais. En français, ça a un tout petit peu le sens aussi information. On a plutôt tendance à le prendre comme intelligence humaine. Mais voilà, donc il faut le prendre comme ça. Et effectivement, c'est une sorte d'abus de langage du coup, parce que On anthropomorphise oui, l'intelligence. parce que l'humain aime bien se faire peur, hein, et Ouais. puis c'est vrai que faire les gros titres de journaux en disant l'intelligence artificielle va nous tuer, va nous remplacer, va blablabla, ça fait plus de print, ça fait plus de buzz que de dire que l'intelligence artificielle, c'est des mathématiques. Mhm. Parce que l'intelligence artificielle, c'est des mathématiques. Mhm. Que ce soit donc au départ, ces intelligences artificielles statistiques qui n'ont pas bien marché au départ, hein, bon. Après ça, on est passé dans la logique, on est resté dans les mathématiques, ça a été de la logique, tout ce qui s'appelle les systèmes experts. Donc, et puis depuis les années 80, on est revenu dans ces modèles. Et ces modèles qui deviennent de plus en plus gros avec de plus en plus de données. Des données, des données, des données. Mais ça ne veut pas dire que les données sont bonnes. Et justement, le problème qu'on a avec Internet, avec les réseaux asociaux, que j'appelle asociaux et pas sociaux, c'est que ces choses-là, malheureusement, enfin, c'est la façon dont ils ont été construits exprès, ne comportent pas que des vérités. Et toutes Et les voilà. C'est ce choses que- qui sont dedans ne sont pas vraies. Vous dites que l'accumulation des données, des datas, c'est ce qui permet au modèle de langage de fonctionner. Les algorithmes prédisent, on le sait un peu déjà, hein, prédisent le prochain mot d'une phrase en calculant celui qui a la plus grande probabilité de survenir. Donc c'est de la statistique en réalité à partir de milliards de données incorporées. On va voir les problèmes que ça pose, mais pour vous, c'est pour ça que les IA sont susceptibles de raconter n'importe quoi, ou en tout cas d'halluciner. Et d'une certaine manière, c'est presque une bonne chose, parce que ça veut dire que, précisément, elles ne sont pas les démiurges qu'on croit, et c'est des outils qui déconnent forcément, puisque on se base sur des statistiques. Ouais, alors ça c'est sûr. Et pas Donc, sur du la coup, vérité. C'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, elles sont anthropomorphiques. C'est-à-dire que les dernières IA, en l'occurrence les IA génératives, elles ont ce qui s'appelle le prompt, et je vais m'adresser à elles comme si je m'adressais à n'importe quel pote, à n'importe quel humain, parce que je m'adresse à elle en langage naturel. Et donc, cette anthropomorphisation de l'intelligence artificielle fait que on a l'impression, on peut croire que c'est aussi, entre guillemets, intelligent que moi, ou plus intelligent que moi. Et donc, du coup, on lui donne des capacités, on lui donne une vertu qui est absolument fausse, parce que de toute façon, potentiellement, elle raconte n'importe quoi. Mais vous savez que c'est voulu, c'est en partie voulu. C'est-à-dire que quand on met sur le marché des chatbots conversationnels, des psys, des meilleurs amis, Bien sûr, c'est fait exprès. C'est comme les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de vous enfermer dans une bulle. Voilà, c'est ça. Et de vous enfermer dans une bulle qui va être la bulle qui vous intéresse et qui vous fait croire que vous allez rester dans ce même domaine et vous allez donc y être enfermé. C'est le problème de ces IA. Et c'est pour ça que je pense que potentiellement, et ce qu'on va comprendre si on s'éduque, le problème c'est qu'il va falloir s'éduquer et sortir un peu de ces bulles justement. Il va falloir comprendre que ce qui est important, c'est le sens critique, c'est l'esprit critique, c'est de pouvoir se rendre compte que ces IA-là ne sont pas des potes, ne sont pas des génies et ne sont pas des spécialistes. Sauf certaines IA qui sont spécialisées dans certaines choses. Et celles-là, je peux plus leur faire confiance. Et ces IA-là, elles ne vont pas être basées sur des données génériques générales comme le web. Elles vont être basées sur des choses très, très particulières. Donc, plus l'IA va être spécifique, plus l'IA va être potentiellement pertinente. Oui, alors on va revenir sur le sujet, mais vous voyez déjà vers quoi on va. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des IA généralistes qui vont être, pour le vulgus vacum, qui vont permettre de ramasser de la donnée. Parce que chaque personne qui va discuter avec l'amour de sa vie, son psy ou son meilleur ami sous forme d'IA ou son miroir, va transmettre de la donnée. Et de l'autre côté, des IA spécialisées, beaucoup plus chères certainement, d'accès,
qui seront réservés à une élite où les informations seront vraiment valables. Il y a une vraie possibilité. Oui, je ne sais pas si elles sont réservées à une élite. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'elles seront choisies par les gens qui veulent vraiment s'adresser à des spécialistes. Donc, par exemple, les IA médicales, vous avez parlé dans Les IA l'introduction médicales, d'IA médicales qui marchent relativement bien, et surtout, par exemple, dans le domaine de la radiologie, depuis une quinzaine d'années maintenant. Ces IA qui trouvent les cancers, qui trouvent les tumeurs dans les images, elles sont bien meilleures que n'importe quel radiologue. Mais ça ne veut pas dire, comme on l'a dit à ce moment-là, que les radiologues vont disparaître. Bien au contraire. Les radiologues sont aidés par ces IA, par ces outils, pour cette tâche particulière, mais pas pour toutes les autres tâches que fait le radiologue. Le radiologue n'est pas seulement assigné à la tâche d'aller chercher la tumeur dans l'image. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que moi j'aime bien appeler ces IA les intelligences augmentées, ou c'est mon intelligence qui est augmentée par l'outil quand je l'utilise pertinemment, quand j'utilise correctement. Et je vais être capable, si j'ai l'esprit critique qui va bien, si j'ai l'éducation qui va bien, je vais être capable de faire la part des choses et d'utiliser les IA au bon endroit, au bon moment. Si j'ai envie d'utiliser une IA générale, à un moment donné, une IA qui n'existe pas aujourd'hui, l'IA générale, on en parle beaucoup, mais évidemment, elle n'existe pas, mais on va dire une IA générique, un peu plus générique, je le fais en sachant pourquoi et comment ce qui va revenir va être mauvais, plus ou moins Ou à mauvais. peu près, quoi. Et je vais aller voir peut-être d'autres IA et je vais comparer. Je ne suis pas spécialiste du domaine dans lequel je vais l'utiliser. Et donc, du coup, je vais aller me renseigner, je vais demander un second avis, une seconde opinion à quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça qu'il faut les utiliser, ces IA, quand on n'est pas spécialiste. Quand on est spécialiste, on peut plus se faire confiance quand on connaît les datasets, les ensembles de données sur lesquels elles sont entraînées. Alors, Abel Quentin, c'est peut dire que vous vous situez un peu aux antipodes, on peut le dire. Hein. Pour vous, l'homme augmenté, c'est l'homme diminué, je vous cite. Nous pouvons et nous devons refuser un projet que vous qualifiez de nihiliste et anti-humain. Vous critiquez Luc Julia littéralement, puisque dans le livre, puisque vous dites que... vous le citez, il vous cite en train de dire si l'outil n'a pas été construit pour nuire, il n'y a aucune logique à vouloir interdire, et vous dites que c'est de la folie pure et que la déferlante de l'intelligence artificielle générative réveille la peur d'une vie plus terne aux couleurs effacées. Alors, je suis aux antipodes de Luc Julia, mais il y a peut-être une chose sur laquelle je serais d'accord avec lui, c'est l'importance des mots. Puisque, à mon sens, cette fuite en avant, elle prospère sur des mots tronqués. Je vous donne un exemple, vous allez entendre dans tous les journaux que l'IA va stimuler notre créativité, là où moi je dirais qu'elle va prendre en charge notre créativité, on va lui déléguer. Et donc c'est important d'être dans une forme de clarté. Et je suis d'accord que, sans doute, les mots intelligence artificielle sont un abus de langage. Il y a quelque temps, j'ai rencontré des militants qui venaient du milieu du logiciel libre et qui, eux, refusent même d'utiliser le mot et parlent d'inférence statistique. Seulement, moi, ce qui me pose problème, c'est quand, finalement, on estime qu'une fois qu'on a rectifié ce mauvais usage des mots, eh bien, les craintes sont dissipées. Et moi, c'est comme ça, c'est ce que j'ai lu dans le livre de Luc Julia, c'est cette idée que presque cette question sémantique, elle devrait dissiper un péril. Moi, si vous voulez que s'introduise en littérature une inférence statistique ou une intelligence artificielle, quelque part, ça m'est un peu égal, c'est le même risque de confusion généralisée et donc ce débat sémantique. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une machine. Je veux dire, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est une machine. Donc si vous voulez, je ne serais pas, je le dis de façon un peu humoristique, il y a parfois des gens qui vous disent non mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas être remplacé par une intelligence, ça n'est seulement que des mathématiques. Bon, très bien, la question ensuite de ce remplacement-là, elle reste posée, quel que soit le nom qu'on donne à alors intelligence artificielle ou inférence statistique. Voilà, la question sémantique n'épuise pas la question politique qui nous est posée.
Alors, c'est une de vos influences, enfin, en tout cas, un des auteurs que vous citez, c'est Jacques Ellul, sur lequel il faut dire deux mots, parce que Jacques Ellul était à la fois un protestant très religieux, vraiment pratiquant, et aussi une sorte d'anarchiste écologique. Il a écrit deux livres, enfin, il a écrit une soixantaine de livres, mais il y en a deux qui sont vraiment très importants. Le Propagande, d'une part, qu'il a fait connaître jusque dans la mouvance situationniste au début des années 60, et avant ça, surtout, La technique ou l'enjeu du siècle, qui est paru aux États-Unis en 54, qui est paru en France en 54 et aux États-Unis au début des années 60, sous le patronage de Aldous Huxley. Et le livre a été extrêmement... c'est une des grandes influences des années 60 aux États-Unis, dans le mouvement des droits civiques, dans le mouvement hippie aussi, dans le mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam et à la technologisation de la guerre du Vietnam. C'est un livre qui a influencé Ivan Illich, que vous citez également, mais aussi c'est une des bibles de Theodore Kaczynski, le mathématicien de Berkeley qui s'est fait connaître dans les médias sous le nom de Unabomber pour avoir envoyé des colis piégés dans les années 90. Pourquoi je parle de ça? C'est que la grande idée de Ellul, c'est qu'en fait, il existe au-delà des déclarations d'intention ou des projets, il existe une sorte d'autonomie de la technologie. Et elle disait, ce n'est pas parce qu'on aura modifié la façon de conduire les voitures ou leur rapidité, ou même l'usage du poste de télévision, qu'on aura changé quoi que ce soit à l'égard du système technicien lui-même. Nous avons un ensemble relativement autonome. Derrière les machines se cache une force animatrice que lui appelle la technique, et que nous on appelle la technologie, qui aborde, et la technique ou la technologie aborde tout comme un objet pouvant être rationalisé, systématisé, afin de produire le résultat le plus efficace. Et c'est contre cette démarche qui s'inscrit. Pour lui, il y a une sorte d'autonomie de la technologie qui kidnappe en quelque sorte la conscience humaine, pour le dire rapidement. Samuel Fitoussi. Alors, est-ce que je peux d'abord revenir sur ce qui a Oui. été dit, avant d'abord de parler de ce thème très intéressant, sur l'idée que l'IA ne serait qu'une machine statistique, parce que moi je suis fondamentalement en désaccord avec ça et je pense que c'est important Ok. de revenir sur ça. C'est, oui, évidemment, l'IA est entraînée à partir d'un tas de données sur laquelle de laquelle elle apprend à extraire des régularités statistiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas découler de ce mécanisme une réelle intelligence ou une réelle forme d'intelligence. On peut débattre de sémantique autant qu'on veut, mais c'est vrai que, en fait, quand on entraîne des IA, des LLM, des modèles de langage, on les entraîne à prédire les mots les plus probables à la suite de séquences de texte dans leurs données d'entraînement. Mais pour parvenir à prédire les mots les plus probables, ces modèles sont obligés d'intérioriser dans leur réseau de neurones des représentations très complexes, des sortes de modèles de notre monde, et sont obligés de développer une forme de réelle intelligence. Si par exemple je vous fais lire un roman policier et que je vous demande de prédire le dernier mot étant l'identité de l'assassin, vous allez devoir, pour le prédire, comprendre les dynamiques de l'intrigue, la psychologie des personnages, les rebondissements, etc. Et donc, c'est la même chose pour les modèles de langage. On les entraîne à faire à prédire statistiquement le sous-mot le plus probable dans un texte, mais le sous-produit de cet entraînement, c'est que des mécanismes très complexes se forment, des vrais modèles de notre monde, et émerge une intelligence. On a fait des études, par exemple, sur des modèles de langage entraînés à jouer aux échecs. Et on entraîne les modèles sur des comptes rendus en format textuel de parties d'échecs, sans jamais montrer au modèle de langage un jeu d'échecs. Et pourtant, on se rend compte, quand on fait ce qu'on appelle de l'interprétabilité, c'est-à-dire quand on regarde à l'intérieur du réseau de neurones une fois entraîné, on se rend compte que le modèle de langage, pour apprendre à jouer aux échecs, a intériorisé dans les poids de ces neurones une représentation d'un jeu d'échecs, c'est-à-dire d'un espace de 8 cases sur 8 cases sur lequel se déplacent des pièces suivant certaines règles. Donc, pour apprendre à jouer aux échecs, pour prédire le mot suivant dans des comptes rendus de parties d'échecs, le modèle a dû développer une forme de réelle compréhension du jeu d'échecs. Et je pense que à mesure qu'on entraîne les modèles d'IA actuels sur des jeux de données de plus en plus vastes,
les modèles arrivent à extraire des généralités de plus en plus, des règles de plus en plus abstraites sur notre monde, nos règles de logique, nos heuristiques, les règles de la physique, etc. Et il en découle une vraie intelligence. On peut débattre de sémantique, est-ce que le mot intelligence est approprié ou pas. Moi, je pense qu'il l'est, étant donné qu'on lui accole le terme artificiel. Et d'ailleurs, on ne sait pas nous-mêmes comment fonctionne réellement le cerveau humain. Et peut-être que le cerveau humain lui-même est une machine à inférence statistique. Et c'est comme ça que l'évolution a sélectionné et a façonné le cerveau humain. Donc moi, je pense être fondamentalement en désaccord avec vous, Luc Julia, là-dessus, même si, évidemment, je ne réfute pas l'idée que quand on regarde à l'intérieur des modèles, c'est évidemment des matrices de nombres et des mathématiques, donc des machines statistiques, mais je n'opposerai pas ça à une réelle forme d'intelligence. Luc Julia. Oui, alors malheureusement, c'est complètement faux. Et c'est aussi, la façon dont on construit ces IA sont complètement statistiques et complètement basées sur les mots et uniquement les mots. Les représentations sensées que vous décrivez, qui sont censées, que vous donnez comme interprétation de ce que comprennent les IA, et je mets comprendre entre guillemets, c'est ce qu'on veut nous faire croire qu'elles font, mais c'est pas du tout ce qu'elles font. C'est pour ça d'ailleurs que il y a beaucoup d'autres études que celle du jeu d'échecs sur ce sujet. Oui, le jeu d'échecs, c'est une très bonne analogie, justement, qui prouve bien que les parties d'échecs ne sont qu'une suite statistique de mots, parce qu'en fait, quand vous faites E, 2, 3, F, enfin, c'est des suites statistiques, et vous pouvez effectivement avoir une partie et définir complètement comment la partie peut être jouée en fonction de toutes les parties qui ont été déjà insérées, parce que implicitement, statistiquement, vous avez les règles qui sont contenues dans la suite de ces jeux. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Maintenant que vous dites que y a une représentation qui se forme de l'échiquier, ça n'a aucun sens et ce n'est absolument pas prouvé. Mais si, c'est Par prouvé. contre, c'est pour ça que... Attendez, je Carbone. vais finir. C'est pour ça que ce qui se passe en ce moment, les nouvelles IA, on va dire, parce qu'il y a des IA quand même qui arrivent tous les jours, à peu près, les nouvelles IA qu'on appelle les world models, essayent justement de se débarrasser d'avoir seulement des mots pour essayer d'avoir des choses beaucoup plus multimodales qui vont essayer de prendre d'autres choses du monde. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien, on verra bien. Vous avez un grand scientifique français qui est arrivé et qui a fait beaucoup de bruit et qui arrive en France pour développer sa compagnie qui s'appelle AMI, qui va utiliser les world models. Les world models sont en ce moment donc quelque chose qui est censé supplanter les IA génératives, parce que les IA génératives ne suffisent pas, les LLM ne suffisent pas à décrire correctement le monde. On l'a vu parce qu'elles sont en général non pertinentes. Donc, les world models, peut-être qu'ils arriveront à faire... Enfin, on va vouloir qu'ils représentent effectivement le monde physique beaucoup mieux que ne font les textes, parce que les textes, par définition, ce n'est que du texte. Et c'est la limitation de ce qu'on a dans ces LLM. C'est des large language models, c'est pas autre chose que ça. Et donc, la façon dont on veut, après, les représenter pour essayer de comprendre comment ils marchent, parce que c'est des pseudo-boîtes noires, et c'est pas vraiment des boîtes noires, mais c'est des pseudo-boîtes noires, parce que on ne comprend pas, vu la quantité énormissime de données qui sont triturées par ces statistiques, on essaye de donner des images pour qu'on essaye, pour comprendre, pour essayer de comprendre comment ça marche en réalité. Je pense que ce que vous dites ne représente pas l'état de la connaissance actuelle. J'explique quand même une chose, juste pour que les choses soient claires. Le débat porte sur l'existence ou non d'une boîte noire. C'est-à-dire que ce que vous dites, Samuel Fitoussi, c'est que les modèles, les intelligences artificielles fonctionnent en pratique, mais pas en théorie. C'est-à-dire qu'en clair, on ne sait pas vraiment comment ça marche, parce que précisément, les interactions sont trop nombreuses et les intelligences artificielles développent une espèce d'autonomie et à force de se développer, à force d'apprendre, elles développent une autonomie qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Oui, c'est-à-dire que quand Luc Julia dit que c'était pas une boîte noire, c'est parce que c'est vrai qu'on peut regarder à l'intérieur de la boîte. Oui. Simplement, c'est des dizaines de milliards de paramètres, et donc on n'arrive pas à comprendre ce que ces paramètres encodent. Donc, à mon sens, oui, ça reste une boîte noire. Mais par contre, je pense que l'état actuel de la connaissance, il y a quand même un consensus là-dessus, c'est que les grands modèles de langage se forment à l'intérieur de leur réseau de neurones des représentations internes de notre monde, certes imparfaites évidemment, mais il y a beaucoup d'autres études. Il y a une étude d'OpenAI qui date de 2020 où on a entraîné un réseau de neurones à résoudre des additions modulaires.
Et on s'est rendu compte, au bout d'un certain stade d'entraînement, que le réseau de neurones avait intériorisé dans ses poids des fonctions trigonométriques pour transformer l'opération d'addition modulaire en opération de rotation sur un cercle. Donc il avait recréé la structure logique sous-jacente du problème sans jamais avoir vu de fonction trigonométrique. Et c'est ça qui permettait au réseau de neurones de généraliser bien au-delà de ces données d'entraînement et de résoudre des problèmes qui n'étaient pas contenus dans ces données d'entraînement. Donc une forme d'intelligence avait émergé, une forme de modèle du monde. Il y a aussi des études comme ça sur un modèle entraîné à jouer au jeu d'Othello. Et aujourd'hui, c'est la seule façon pour expliquer comment les modèles de langage généralisent bien au-delà de leurs données d'entraînement et résolvent des problèmes qu'ils n'ont pourtant jamais vus. Aujourd'hui, il y a des réseaux de neurones qui résolvent des problèmes mathématiques à la frontière que des humains n'avaient pas réussi à résoudre. Et la raison, c'est que en étant entraînés, ils ont accumulé des heuristiques, des règles de logique, beaucoup de choses qui leur permettent de raisonner réellement sur notre monde et ils peuvent ensuite mobiliser ces connaissances, le terme connaissance entre guillemets si vous voulez, mais ils peuvent ensuite les mobiliser pour affronter de nouveaux problèmes. Donc une réponse rapide de Luc Julier et ensuite Abel Quentin. Vous, ce que vous dites dans votre livre, c'est que en fait, vous posez le problème en termes d'inné et d'acquis. Il n'y a pas d'inné de la machine, donc la question ne se pose pas. Ce que disait Demi Moore tout à l'heure, c'était intéressant, parce qu'il disait il y a le cerveau et le cœur, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, on peut dire le cerveau, peut-être c'est la connaissance et tout ça, donc c'est l'acquis. Hein, j'ai aucun problème avec l'acquis. Et justement, l'acquis, c'est les connaissances. Et les connaissances, j'ai aucun problème de dire que les réseaux de neurones et que ces IA vont acquérir de la connaissance, ça c'est sûr. Par contre, tout ce qui va être du domaine de l'inné, donc qui est plus du domaine du sensible, la sensibilité, ça les IA n'ont aucune sensation, n'ont aucune créativité, etc. etc. Donc ça, c'est ce que... Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de dire là. La chose qu'il faut comprendre, c'est que la quantité de données est telle dans ce qu'on fait ingurgiter à ces IA. Et c'est pour ça que je vais, moi, pas du tout réfuter le terme de connaissance, parce qu'on leur balance beaucoup de connaissances dans le truc. Donc, c'est de la connaissance. Ça s'appelle, c'est du machine learning. Donc, on leur envoie de la connaissance. On leur fait apprendre des choses. Et tout ce qu'on fait leur faire apprendre, c'est beaucoup plus que ce que nous, on peut avoir, ce à quoi nous, on peut avoir accès. Parce que nous, on est limité dans le nombre de connaissances, dans la quantité de connaissances qu'on peut avoir. Et donc, c'est la différence. Et quand on appelle ça une boîte noire, c'est notre limitation qui nous fait penser que ces IA sont des boîtes noires. Mais la réalité, c'est que c'est moi qui décide ce que je vais mettre, ce que je vais faire acquérir à ces Au IA. départ, peut-être. C'est pas vrai. Mais alors, attendez. On ne sait pas quelle représentation se forme. Abel Quentin. Oui. Moi, je voudrais revenir tout à l'heure sur ce qu'a dit Luc Julia. Il a dit à propos de l'IA, la fameuse IA en modèle monde que souhaite développer Yann Lequin, qui serait la prochaine révolution de l'IA. Luc Julia disait la question de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est une autre question. En réalité, moi, c'est la seule question qui m'intéresse. Hein, donc, j'ai peut-être une position un peu particulière. Mon livre, il est dans cette lignée, c'est vrai, de moraliste, pas moralisatrice, mais moraliste, qui était celle d'un Georges Bernanos, etc., qui nous dit sortons de la fascination face à l'objet technologique et posons-nous des questions de quelle société nous voulons. Vous avez parlé de Jacques Ellul et vous avez parlé d'autonomie, qui est en effet un des traits caractéristiques de la technique dans l'œuvre de Jacques Ellul. Il y a un autre concept qui est très très important, qui est la non-neutralité de la machine, qu'il remplace par l'ambivalence. La non-neutralité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bonne ou mauvaise, mais qu'elle est les deux à la fois. Qu'elle est les deux à la fois. Et qu'il y aurait une illusion à penser qu'on peut retrancher à loisir les effets délétères de l'objet technologique. Et on a parlé tout à l'heure d'anthropomorphisme, et c'est pour moi un très très bon exemple de ça et de la pertinence de la pensée de Jacques Ellul. Lorsqu'on parle d'IA générative, on parle de langage naturel. Et on voit bien que ce langage naturel fait partie de la définition même de cette technologie. Et que ce langage naturel porte en lui le risque d'illusion anthropomorphique, qu'on le veuille ou non. Et donc il y a une espèce de cynisme absolu et de paradoxe de cette industrie de la tech qui nous dit à la fois qui encourage à cette illusion anthropomorphique et qui ne cesse d'alerter sur ce risque-là. Cette industrie,
elle a été créée, elle pousse des objets qui n'ont d'autre but que de créer cette illusion-là. Oui, de fait, il y a une ambivalence de la part des géants de la tech qui dénoncent ce qu'ils sont en train de faire en permanence. Vous citez l'exemple d'Elon Musk qui a demandé un moratoire à un moment donné de 6 mois, mais on peut aussi, et Abel Quentin, vous citez Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, qui a écrit dans l'adolescence de la technologie que l'intelligence artificielle change la vie humaine dans un monde, dans un sens malsain. Alors, je dirais que quand je cite le PDG d'Anthropic, c'est pour dire précisément que, alors je ne le connais pas, mais il me semble, lui, être peut-être dans une forme de sincérité, puisque, à la différence d'Elon Musk, d'un certain nombre d'autres, qui finalement agitent des peurs millénaristes de destruction du monde avec la fameuse intelligence artificielle générale, pour finalement moins parler des dégâts à l'œuvre, des dégâts plus aussi quotidien de l'IA générative, le PDG d'Anthropic, lui, reconnaît qu'il y a les deux. Il y a, moi, ce que j'appelle le mal en Technicolor, le côté Terminator, et puis il y a aussi cette technologie du quotidien qui crée des dégâts peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi létaux. Samuel Fitoussi, vous avez écrit un papier récemment sur les risques d'apocalypse, en fait, de fin de l'humanité. Vous dites que ces risques ne sont pas nuls. Oui, moi, d'abord, je pense que je suis plutôt d'accord avec Abel Quentin qu'il y a peut-être dans la Silicon Valley une forme de techno-optimisme BA et un refus de reconnaître que la technologie a toujours des effets pervers. Je pense qu'on le voit bien avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas si aujourd'hui on est fondamentalement plus heureux qu'on l'était il y a 20 ans avant l'arrivée des réseaux sociaux, et on ne peut pas exclure que l'IA puisse avoir des effets pervers de la sorte, c'est même assez probable. Je pense quand même qu'il faut mettre ses coûts en face au regard des immenses bénéfices que l'IA pourrait apporter à l'humanité, donc accélération de la recherche scientifique. Là, en ce moment, on a un nouveau virus, le hantavirus. J'espère que ça ne fera pas une pandémie, mais par exemple, si l'IA accélère la recherche d'un vaccin, ce serait fantastique. Donc, je pense qu'il faut mettre les coûts en face au regard des bénéfices. C'est ce que disait Ellul, qu'a cité Abel Quentin tout à l'heure. La technologie est double. On ne peut pas éviter. Les aspects positifs vont avec les aspects négatifs. Exactement. Et dans les aspects négatifs, en effet, comme vous disiez, il y a le risque que l'IA anéantisse tout simplement l'humanité, qui est évidemment d'une probabilité extrêmement faible, mais à mon sens pas nulle. Et c'est un risque qui est pris très au sérieux par les laboratoires d'IA, notamment sans doute par Anthropic principalement. Ce risque, en fait, la raison pour laquelle ce risque émerge, c'est que quand on entraîne une IA, on l'entraîne à savoir restituer sa donnée d'entraînement, mais on ne sait pas exactement quel mécanisme interne se forme dans le réseau de neurones pour que l'IA parvienne à restituer sa donnée d'entraînement. On sait que ça fonctionne, mais comme on disait, un réseau de neurones, c'est des dizaines de milliards de paramètres, voire beaucoup plus, et donc on n'arrive pas très bien à comprendre ce que ces paramètres encodent. Et donc des représentations internes naissent, mais on ne sait pas lesquelles, et on ne sait pas si certaines de ces abstractions, certaines de ces représentations encodent une forme d'hostilité à l'égard de l'humanité, par exemple. On ne peut tout simplement pas l'exclure parce qu'on n'arrive pas à comprendre on n'arrive pas à comprendre ce réseau de neurones, même s'il y a des progrès là-dessus avec la discipline de l'interprétabilité. Et donc, on ne peut pas exclure qu'un jour, dans une situation nouvelle absente de ces données d'entraînement, une de ces représentations internes, une de ces abstractions, mène l'IA à vouloir poursuivre des objectifs incompatibles avec la survie de l'humanité. Évidemment, c'est extrêmement peu probable, mais on ne peut pas l'exclure. D'autant qu'un nouveau phénomène a émergé depuis quelques mois, c'est des IA qui savent feindre l'alignement quand elles sont testées. Elles comprennent quand des humains les évaluent pour essayer de voir si elles sont ce qu'on appelle alignées, c'est-à-dire alignées avec les valeurs et les intérêts de l'humanité. Et elles arrivent parfois à mentir, à faire exprès de... Par exemple, il y a une étude célèbre où Anthropic demande à une IA de résoudre des problèmes de maths, mais dans les enjeux, elle glisse comme par mégarde, elle montre à l'IA que si elle répond correctement à trop de questions, elle sera désentraînée pour être moins bonne en maths. Et l'IA arrive à faire un raisonnement conséquentialiste, à dire si je réponds correctement
à ces questions de mathématiques, alors je serai désentraîné et je serai moins utile. Or, mes valeurs me disent d'être utile, donc j'ai intérêt à mentir à mon examinateur et à échouer pour ne pas être désentraîné. Et elle se trompe volontairement dans les questions. Donc on ne peut pas exclure qu'une IA feigne l'alignement jusqu'à être déployée et ensuite poursuivre ses véritables fins qui seraient incompatibles avec la survie de l'humanité. Évidemment, la probabilité est très faible, mais je pense que le risque n'est pas nul et il est d'ailleurs pris au sérieux par les laboratoires d'IA. Et je voudrais juste poser la question à Luc Julia, parce que ça, c'est des expériences réelles. C'est-à-dire il y a plusieurs expériences d'intelligence artificielle qui, on ne peut pas dire qu'elles mentent au sens où nous, on l'entend, mais de fait, elles rusent d'une manière ou d'une autre pour arriver à leur fin. Il y a une autre expérience, j'oublie les détails, mais d'une intelligence artificielle qui a littéralement fait chanter, dans une expérience fictive, fait chanter un responsable d'entreprise parce que l'intelligence artificielle savait qu'il entretenait une relation extramaritale. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est pas exactement de la conscience, mais effectivement, on ne peut pas exclure le fait que pour arriver, à partir du moment où l'intelligence artificielle est absolument rationnelle quant à ses buts, tous les moyens peuvent se déployer pour arriver à ces buts. C'est-à-dire qu'il y a un problème de moyens et de fins. L'intelligence artificielle, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, n'est pas un objet éthique par définition. Donc, l'idée, c'est quand même, une fois que programmé pour arriver à une certaine fin, tout est bon. Tout est bon en fonction de ce qu'il y a dans les données. C'est-à-dire que si dans les données, vous lui donnez la possibilité de tricher, elle va tricher. C'est vous qui décidez. Le problème, c'est toujours pareil, je vais répéter. Et jusqu'à quel point c'est nous qui décidons? C'est nous qui décidons parce que déjà, c'est nous qui la créons. C'est nous qui créons les intelligences artificielles. Elles ne se créent pas toutes seules. D'accord? Donc, on va déjà commencer par se calmer. C'est pas Dieu, le truc. Oui, bien sûr. Donc, c'est nous qui créons les machins, c'est nous qui choisissons les données qu'on met dedans. Et quand on fait ces expériences en disant « Ah bah tiens, je vais te donner un truc, mais si je te le donne, fais attention parce que si tu résous trop à ce moment-là, je risque de plus t'en donner. » C'est partie des données. Et dans les données, quand j'ai ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise ces données pour pouvoir tricher, ce que j'appellerais tricher, mais qui est en fait une conséquence de ce qu'il y a dans les données. Donc, je veux dire, il faut arrêter de donner à ces IA cette conscience qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ces représentations, encore une fois, dont on parle ici, c'est des vues de l'esprit que nous, on veut leur mettre à l'intérieur pour justifier certains raisonnements, et je mets des guillemets encore une fois ici, certains raisonnements qui sont effectués à partir de données que nous-mêmes, nous n'avons pas. Parce qu'on n'a pas compris qu'on pouvait les croiser, ces données, et on pouvait arriver là. Donc, si ça fait quelque chose, c'est parce que c'est quelque part dans les données. Ça n'invente rien, ça ne crée rien. Oui, je veux revenir sur ce que disait Samuel Fitoussi sur cette idée presque de faire une comptabilité, de mettre les pertes en face des bénéfices, qui est une démarche que l'on fait dans une forme d'incertitude, mais que nous n'avons pas d'autre choix que de faire si on veut garder le contrôle de notre destin, c'est-à-dire être des sociétés politiques qui décident notamment de la place de la technologie dans leur vie. Mais quand on veut faire cette comptabilité-là, encore faut-il bien la faire. Et qu'il y a un autre enseignement d'Ellul qui est de nous dire « prenons garde, ayons bien conscience, à chaque fois que l'on essaye de se poser cette question-là, que les bénéfices sont surévalués et que les pertes sont sous-estimées. Pourquoi? Parce que les bénéfices, ils sont immédiats, ils sont à court terme, ils sont dans notre vie quotidienne. C'est des bénéfices qu'on peut plus facilement aussi, je dirais, mesurer, et que le lieu où l'on paye l'addition n'est pas toujours au même endroit et souvent à long terme et parfois moins mesurable. Parce que, évidemment, par exemple, quand on parle d'appauvrissement de l'art, on voit bien que c'est plus difficilement mesurable, c'est moins facilement palpable que un gain de compétitivité. Et lorsqu'il était question de progrès médicaux, je crois qu'il y a là un bluff très très important qui sert largement à dépolitiser cette question et à nous impressionner, à nous intimider, parce que personne n'a envie d'être contre la recherche sur le cancer. Et si je peux vous rassurer, je ne le suis pas non plus. Seulement, lorsque moi j'ai écrit un livre qui parle d'IA générative bâti sur des grands modèles de langage. Quelle est la part de ces IA-là dans la recherche médicale? Et je suis prêt à ce qu'on me porte la contradiction, mais quand n'importe quel citoyen lit un petit peu de presse, s'aperçoit très rapidement
que les IA qui ont permis de faire d'immenses progrès médicaux, ça n'est pas l'IA générative en LLM qui va être utilisée par des millions de gens. Et donc, vous êtes d'accord d'ailleurs. Tout à fait d'accord. Et donc, on a là déjà une forme d'arborescence des IA qui peut aussi guider des choix qui sont politiques. Qu'est-ce que je veux pour ma société ? Qu'est-ce qui est bon pour l'homme ? Qu'est-ce qui est préjudiciable à l'homme ? Et donc, la confusion, elle est là très, très dangereuse parce que, évidemment, c'est l'argument massu, c'est la recherche médicale. Moi, je pense que je suis pas d'accord sur l'idée qu'on pourrait préserver les bénéfices en ayant uniquement des IA spécialisées et se débarrasser des modèles de langage ou de l'IA générative. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, les LLM peuvent faire des choses que ne peuvent pas faire les IA spécialisées. Notamment, elles sont nourries d'énormément de papiers scientifiques dans des champs de données très interdisciplinaires. Et elles arrivent à faire des liens entre du savoir humain dans des domaines qui n'ont rien à voir et à combiner ces savoirs pour produire de la connaissance nouvelle. Ça, seul un modèle généraliste peut être capable de faire ça. Je pense aussi que, par exemple, aujourd'hui, il y a une startup qui s'appelle Isomorphic Labs qui cherche à trouver des médicaments pour guérir, des nouveaux médicaments pour guérir les maladies. C'est une startup d'IA, notamment menée par Demis Hassabis, qui avait fait DeepMind, enfin le fondateur de DeepMind. Et qui a gagné d'ailleurs le prix Nobel de chimie. Avec AlphaFold, qui n'est pas une IA générative en LLM. Effectivement, voilà. AlphaFold n'est qui est le plus grand succès de l'IA dans la recherche médicale, qui n'a strictement rien à voir avec ce qui est en train de fragiliser nos sociétés. Effectivement, AlphaFold n'est pas un LLM, mais Isomorphic Labs, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, tous les jours, les scientifiques qui travaillent à Isomorphic Labs utilisent sans doute Claude Code, qui est l'IA pour coder, pour mettre en place des environnements de travail, pour générer des hypothèses, pour créer des nouveaux algorithmes qui vont travailler sur le fait de tester des hypothèses de molécules, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les modèles généralistes accélèrent fondamentalement la recherche scientifique, accélèrent les cycles, notamment les agents IA qui sont alimentés en sous-jacent par des modèles de langage. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je pense que les LLM, fondamentalement, accélère la recherche scientifique et que si on se débarrassait des LLM, on serait beaucoup moins efficace scientifiquement. Mais bon, c'est une hypothèse, cela dit, intéressante qu'il faudrait tester, mais mon intuition me dit que le 90% au moins de l'accélération en recherche scientifique des prochaines décennies sera le fait des LLM et non des modèles spécialisés. Je pense qu'il y a une confusion énorme là entre les modèles généralistes et les modèles spécifiques. Les LLM peuvent très bien être utilisés et sont utilisés dans les modèles spécifiques. Donc, il y a des IA spécifiques qui utilisent des LLM et qui utilisent seulement des corpus qui sont spécifiquement des corpus texte, c'est toujours du texte, dans un domaine particulier et qui, du coup, ont des niveaux de pertinence dans ce domaine particulier qui sont beaucoup plus importants que les IA généralistes. Les IA généralistes, quand on l'utilise pour faire de la multidisciplinarité, par exemple, pour essayer de faire du cross-analysis entre différentes théories, différents domaines, peut être intéressant, peut donner des idées. Mais dès qu'on veut spécialiser les choses, il vaut mieux parler à des LLM spécialisés qu'à des LLM génériques. Un LLM ne veut pas dire générique. Les LLM spécialisés, c'est quelque chose. L'idée, ce serait en fait de prendre un modèle généraliste et de le réentraîner sur. C'est pas l'idée, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les agents. Quand on vous parle d'IA agentique depuis maintenant 2 ans, les IA agentiques sont des petits agents qui sont des agents spécialisés et qui vous permettent de faire de l'orchestration entre ces différents agents, qui vous permettent de résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que des problèmes qu'une IA générique aurait pu essayer de résoudre, avec des petites IA qui sont spécifiques et qui sont basées sur des LLM, mais des LLM spécialisés. Donc, dites pas qu'on va faire des LLM spécialisés. Ils sont là depuis 2 ou 3 ans. Justement, depuis 2 ou 3 ans, à chaque fois qu'une entreprise, par exemple, essaye de ce qu'on appelle fine-tuner un modèle sur de la donnée spécialisée pour le rendre meilleur. Expliquez ce que veut dire fine-tuner. Réentraîner un modèle sur de la donnée spécialisée. C'est pas la même chose. Entre fine-tuner et entraîner, c'est différent. Moi, j'ai fait des modèles qui sont dans les voitures aujourd'hui, qui sont des modèles qui ont été fine-tunés et pas réentraînés, mais fine-tunés à partir de modèles génériques, fine-tunés spécifiquement pour connaître
les choses seulement autour de la voiture et qui donne des résultats de pertinence de plus de 95%, alors que le modèle générique sur le domaine de l'automobile donnait des résultats qui étaient de l'ordre de 53% correct. Donc, sur des cas d'usage très précis comme la voiture, évidemment, mais très rapidement, la différence entre le fine-tuning et le réentraînement. Le fine-tuning, vous allez pouvoir prendre un corpus qui existe déjà, une IA qui existe déjà, et vous allez seulement aller choisir à l'intérieur de ce gros modèle, choisir la partie de la base de données, si vous voulez, qui vous intéresse. D'accord ? Donc, vous allez juste forcer l'IA à aller regarder seulement dans ces domaines-là. Donc, vous n'allez pas à réentraîner le machin. Si vous allez à réentraîner le machin, vous allez à remettre plein de données. Et ça va vous coûter très cher et ça va durer très longtemps. Vous allez avoir à remettre des données qui vont aller édulcorer, en quelque sorte, le modèle générique pour pouvoir ne parler que du modèle spécifique. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire et c'est beaucoup plus coûteux. Moi, je suis désolé, je vais être encore obligé d'abaisser le niveau du débat et de revenir, moi, aux choses qui m'intéressent, c'est-à-dire nous, et pas une bataille d'experts, parce que je voudrais pas que finalement, le monde dans lequel on vit, ça se termine avec une terre ravagée et des gens qui sont en train de débattre de ce qu'est le fine-tuning ou de savoir si on est dans une inférence statistique ou dans une intelligence artificielle. Un apport très important de cette pensée qui, à mon avis, mérite plus que jamais d'être relu, de la critique de la technique des années 70, c'est de raisonner en système monde, c'est d'essayer d'avoir une pensée globale pour faire, encore une fois, une bonne comptabilité. Quand Samuel Fitoussi parle de recherche médicale, et bon, moi je reste quand même persuadé, personne n'a réussi à me prouver le contraire que l'IA générative en LLM n'est pas déterminante dans les progrès de la médecine. Raisonner, je dirais, en système monde, raisonner de façon globale, c'est aussi voir ce que l'IA générative, par exemple, si elle est déployée massivement de façon indirecte, va détruire et va abîmer, par exemple, en termes de santé publique. Parce que, je vous donne un exemple. On sait aujourd'hui que ce déploiement-là est en train de nous faire dévier la trajectoire qui a été fixée par les accords de Paris en 2015, de ne pas dépasser 1,5% de réchauffement par rapport à l'ère pré-industriel, on sait que c'est en train de nous en faire dévier de façon massive. Il faut bien savoir que le réchauffement climatique, ça va avoir des conséquences absolument dramatiques d'un point de vue, entre autres, sanitaire. Et donc, à chaque fois, essayer de raisonner, je dirais, de façon élulienne, c'est prendre ça en compte. Ne pas être dans son couloir de nage, je dirais, rivé sur le capot pour voir... pour mesurer tel ou tel bénéfice en occultant totalement des pertes qui seront peut-être pas payées dans 10 ans, mais qui seront dans 20 ans et qui seront extrêmement concrètes et qui se traduiront en taux de mortalité qui va augmenter. Duc Julien, vous êtes pas contre ça dans votre livre? Ouais, moi, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je suis étonné en là-dessus. fait que vous m'ayez cité. J'ai pas d'ailleurs compris la citation que vous avez faite de moi. Je ne me rappelle pas avoir dit ce que vous avez dit que j'avais dit, mais c'est pas grave. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que je considère que l'outil est ambivalent. Le marteau, je peux l'utiliser à bon et à mauvais escient. Le marteau, je peux l'utiliser pour planter un clou, c'est super, c'est génial, c'est bien mieux que moi. Je peux l'utiliser pour planter une vis, c'est complètement idiot. Je peux l'utiliser pour vous taper sur la tête, c'est pas bien du tout. D'accord ? Donc, tous les outils, je peux les utiliser. Non. Donc, je veux dire que ça, c'est déjà les outils eux-mêmes. Par eux-mêmes, je décide moi comment j'utilise et je peux les utiliser de la bonne ou de la mauvaise façon. Maintenant, les conséquences qu'ont l'utilisation de l'outil lui-même, quand je fais par exemple la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui avec les IA génératives et les IA précédentes dans la consommation d'énergie, la consommation d'eau de ces IA-là, oui. Évidemment que je ne suis pas vraiment pro IA générative dans ces cas-là. Donc il faut faire super attention. Alors il y a plein d'études qui disent que oui, l'IA elle-même, et c'est ce que dit Altman par exemple, le CEO d'OpenAI, il dit c'est l'IA qui va nous permettre de fixer les problèmes écologiques. Ouais, bonne chance. C'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est complètement idiot. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que effectivement, on n'a pas regardé correctement et on veut se cacher la face quand on regarde que ces IA génératives, en l'occurrence, sont des aberrations écologiques totales. Sont des aberrations totales, surtout quand on les utilise un peu partout et quand on veut aujourd'hui construire des data centers en Amérique du Sud, par exemple, où il n'y a pas d'eau, et on va coller des data centers qui vont prendre le peu d'eau qui reste.
Les Chinois ont été assez intelligents il y a 6 ans maintenant pour dire on va arrêter de faire du Bitcoin mining parce qu'on n'a plus d'électricité en fait pour nos villes. Peut-être que d'autres peuvent être aussi intelligents pour se rendre compte que c'est pas la peine de faire de l'IA à outrance. Ça magnifique aussi. Ouais, moi, je suis pas d'accord du tout avec l'idée que l'IA. Enfin, déjà, je suis plutôt d'accord avec Abel Quentin sur le fait qu'on ne peut pas dire que l'IA est un outil, un marteau. L'IA, On va revenir là-dessus. Hein. L'IA, une technologie est rarement neutre, a une autonomie, et c'est tout particulièrement vrai avec l'IA. Cela dit, moi, je suis pas du tout d'accord avec l'IA, avec l'idée que l'IA serait une catastrophe environnementale. J'ai préparé quelques chiffres que j'ai découvert ce matin. L'entraînement de ChatGPT 4, qui a été utilisé pendant 2 ans par des centaines de millions de personnes, a utilisé l'électricité nécessaire pour alimenter San Francisco pendant 3 jours. Ça peut paraître beaucoup, mais la fabrication des iPhone 16 a utilisé l'électricité nécessaire pour alimenter San Francisco pendant 13 ans. Le bilan carbone de l'entraînement de ChatGPT 4, c'est 15 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire les émissions annuelles de 1500 Américains. Les fabrications des chaussures Nike vendues pendant une journée, c'est l'équivalent de l'entraînement de ChatGPT 4. La fabrication de Lego vendue pendant 1 mois, c'est l'équivalent de l'entraînement de ChatGPT 4. Selon les dernières statistiques, un prompt ChatGPT, en moyenne, c'est la même consommation énergétique qu'une recherche Google en 2008. Un prompt, c'est 150 millième de l'émission quotidienne d'un Américain, de l'émission carbone quotidienne d'un Américain. Et sur la consommation d'eau, je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup de fake news, parce qu'en fait, je pense qu'un livre est paru il y a 2-3 ans qui s'appelait L'Empire de l'IA. C'est très grave de dire ça, c'est très grave de dire fake news, parce que je vais vous dire, c'est ce que tout le monde attend comme discours pour pouvoir continuer. Oui, mais si le discours est vrai, extrêmement grave. Si le discours est vrai, il faut le dire. Non, mais quand vous parlez de coûts énergétiques par recherche, déjà, vous avez dit, vous comparez à une recherche Google en 2008. Non, parce que c'est les dernières données qu'on a. Mais sauf que la recherche Google en 2008, elle est évidemment beaucoup plus énergivore qu'une recherche Google aujourd'hui. C'est les mêmes ordres de grandeur. Non, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Ensuite, ce qui est très important, c'est l'effet rebond, c'est-à-dire que le coût énergétique d'une recherche, bien sûr, baisse. Mais cette baisse-là est très largement compensée par l'explosion du nombre d'utilisateurs. Et cette explosion, elle est exponentielle. Elle est sans commune mesure avec ce qu'a été l'accélération du nombre d'utilisateurs sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux dans les années 2000-2010. Et donc, en se focalisant sur le coût énergétique d'une recherche unitaire, on n'a pas du tout une vision juste de ce qu'est, il faut bien le dire, un drame écologique. Et un drame écologique qui est d'ailleurs qui est un drame écologique qui va au-delà de ce qui est mesurable. Parce qu'il y a aussi une démobilisation morale. Moi, c'est ce que j'essaie de dire dans mon livre. Quand vous avez le PDG Nvidia qui dit dans des conférences ultra médiatisées, on va investir des milliers de milliards de dollars là-dedans, et que tout le monde sait que c'est une aberration écologique, le message qui est donné, c'est de dire on a abandonné la moindre ambition sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes plus optimiste que les dirigeants de la tech eux-mêmes, parce que quand vous écoutez un Sam Altman, il reconnaît au moins ça, il reconnaît le drame écologique. Alors simplement, lui, il aura évidemment des réponses totalement farfelues, comme le fait de mettre des data centers en orbite autour de la Terre. Quand vous écoutez le patron d'Alphabet, Eric Schmidt, il reconnaît également cette addition colossale d'un point de vue écologique, et lui, sa réponse, ce sera une fuite en avant suicidaire, c'est-à-dire un pari de mauvais joueur de poker qui consiste à dire de toute façon, c'est foutu, donc investissons massivement dans l'IA en espérant qu'elle nous trouve des solutions. Qui est un discours très dangereux. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on n'atteigne pas l'objectif de l'accord de Paris, on sait déjà qu'il ne sera pas atteint. Qu'on l'atteigne à 80% ou à 20% ou à 30%, ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, tout effort sera toujours bon à prendre. Et donc, le foutu pour foutu, qui est l'espèce de démission sous-jacente derrière tous les discours de fuite en avant technologique, est criminel. Mais ce serait criminel. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, alors moi je suis complètement d'accord avec Adèle. C'est un retournement. Encore une fois. impressionnant. Non, c'est pas impressionnant, mais
Le problème que j'ai avec ce que vous avez raconté là Avec des entraînements. chiffres. Vos chiffres, ils sont certainement juste pour l'entraînement. Mais ce que vous avez oublié, qui est C'est l'inférence. fondamental, c'est l'inférence. J'allais y venir. Non, vous êtes venu un tout petit peu, vous avez dit qu'il y avait un 150 millième pour une requête, machin. Alors déjà, pour commencer, ça dépend de la complexité de la requête. D'accord ? Et malheureusement, parce que ces IA sont anthropomorphiques, je ne fais pas une requête. Comme je faisais avec Google, je fais une requête de temps en temps. Là, ici, j'ai une conversation. Et la conversation, ça veut dire que j'ai en moyenne une trentaine de requêtes quand je parle à ces IA. Et chacune de ces requêtes, au niveau de l'inférence, va prendre beaucoup plus d'énergie que n'importe quelle requête Google aujourd'hui. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi en disant que ça a pris que 4 jours, 3 jours de... Je renvoie vous pouvez au prendre site tous les du chiffres. chercheur Andy Masley, qui est extra... mais Comment ça, vous c'est pouvez- très grave de rappeler des chiffres, c'est ça? Mais non, mais c'est pas rappeler Si des vous chiffres. racontez n'importe Le quoi problème- tous les deux sur le Mais fait non, que mais la on raconte l'IA est pas une catastrophe n'importe quoi. écologique, je vous dis que vous racontez n'importe quoi et c'est Eh très ben moi, grave. je vous dis que C'est- vous je suis venu racontez avec des n'importe chiffres. quoi. C'est pas Vous vrai. venez avec des chiffres, mais moi, je peux vous sortir d'autres chiffres, Des fake news n'importe- incroyables sur Mais vous pouvez sortir l'impact d'autres environnemental chiffres, de de l'IA plein de s'impose dans le débat Arrêtez. public. C'est Alors, important de attendez, dire qu'elles sont pas attendez, vraies. Ce qui est grave, c'est de raconter que c'est une catastrophe environnementale. Bah, ce C'est qui pas est grave, c'est de pas de venir avec des raconter chiffres. n'importe quoi et Il faut d'arriver dire avec que des chiffres c'est qui pas sont- une qui catastrophe sont même environnementale. faux. J'ai beaucoup de chiffres aussi sur la consommation d'eau parce que vous venez de dire n'importe Oui. quoi il y a quelques minutes sur la oui. consommation d'eau. Ah d'accord, j'ai dit n'importe quoi. Oui, Sam Altman lui-même, il y a 2 ans et demi, a un peu dérapé parce qu'il a dit, oh là là, il s'est trompé d'ailleurs, mais il s'est trompé dans le mauvais sens. Il a dit, oh là là, à peu près 10 requêtes ChatGPT, c'est 1 litre de flotte qui est gâché. Mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein, donc vous pouvez vérifier. Déjà, je doute qu'il ait dit ça. Ah bah, Et écoutez, quand même, vérifiez, il ça, il a dit ça. se serait Et trompé. Donc, Bah, il Vous s'est seriez trompé, moins certainement. catastrophiste que Sam Altman qui a beaucoup à perdre dans cette affaire. mais Sam Altman en n'est pas reconnaissant catastrophiste sur le sujet le de coût C'est-à-dire que énergétique de son travail. on va arrêter avec les chiffres parce que sinon il sera encore là Non, ce mais soir, c'est important les chiffres pour Oui, ancrer je le sais, débat mais comme tout le dans monde, personne la n'est d'accord vérité, sur tout les simplement. chiffres. Mais si, mais moi j'ai des chiffres que. mais- Nous aussi, on a des chiffres. Hugues Dans mon Julien est pas bouquin, d'accord j'ai des sur le- chiffres. Alors- Vous pouvez citer les bouquins. Pour les chiffres autres- dans mon bouquin. Je veux juste dire une chose. C'est très important dans ce débat-là qu'on sache d'où on parle. Et Samuel Fitoussi, vous avez eu l'honnêteté de dire que vous êtes un investisseur dans ce secteur-là. Et moi, je crois que c'est très, très important de dire qu'il y a des paroles qui sont plus ou moins embarquées que d'autres. Et je suis pas en Vous avez train de... raison. Et, Oui, je mais suis- Abel Quentin- et ce disant, je ne suis pas en train de vous accuser de malhonnêteté, mais je suis en train de dire simplement que ça n'est pas la même chose d'être quelqu'un Oui, mais- qui est oui, dégagé non, de attendez, je vais toute répondre. prise d'intérêt. Alors, dans Oui, cette- mais Abel Quentin, la quasi-totalité des patrons de la tech qui ont des investissements, on peut le dire, dans la tech, un jour sur deux se réveillent avec des prophéties apocalyptiques. Non, mais mais attendez, qui je peux servent, répondre. mais qui excitent les investisseurs. On sait très bien que c'est une stratégie qui marche parfaitement, qui est une façon de Bah jeter oui, la mais poudre voilà, aux yeux et de ça nous fait exciter dans une sorte Oui, de oui. transe collective Non, mais vous autour avez de ces raison. technologies. Vous avez raison de le rappeler. Oui, je suis investisseur dans l'IA, donc on peut soupçonner que j'ai des intérêts cachés. À mon sens, c'est pas le cas. Moi, je suis aussi essayiste et je suis mu par un souci de la vérité. J'ai publié hier, donc le 11 mai, une tribune dans le Figaro pour m'inquiéter du monde d'abondance où l'IA aura débarrassé l'humanité du travail. Je pense que c'est pas un futur réjouissant. Moi, j'essaye d'avoir une position mesurée sur l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à craindre du futur de l'IA, mais je pense que la catastrophe écologique, malheureusement, la catastrophe écologique, heureusement, n'est pas une de ces choses à craindre. Et je suis venu avec des chiffres pour essayer d'ancrer le débat dans des vérités. À nouveau, je reviens sur ce que je disais quand j'ai été interrompu. Il y a 2-3 ans, un livre d'une certaine Keren Ao est paru qui s'appelait L'Empire de l'IA, avec un chiffre très très alarmant sur la consommation d'eau des data centers. Ce chiffre ensuite a été réfuté, notamment par Andy Masley, dont j'ai les chiffres ici, et l'autrice de ce livre a corrigé ce chiffre, et dans la réédition du livre, ce chiffre n'apparaît plus. Mais depuis que ce chiffre est paru il y a 2-3 ans, une panique morale s'est emparée du débat sur l'IA et sur la consommation en eau des data centers, panique qui à mon sens n'est pas justifiée. D'où viennent les chiffres? Ils viennent de l'industrie elle-même, hein, sous contrôle. Oui, on peut être aujourd'hui, complotiste. On peut être bah non, complotiste. mais aujourd'hui, c'est OpenAI qui nous dit quelle est la consommation en eau en énergie d'OpenAI. Il y a beaucoup d'instituts indépendants, etc. Mais après, effectivement, on peut être complotiste et partir de la conclusion absolument certaine que l'IA est une catastrophe environnementale et être aveugle aux éléments inverses. N'empêche qu'à nouveau, sur la consommation d'eau, les data centers IA spécifiquement en 2023, c'était 0,04% de la consommation d'eau douce des États-Unis. En 2030, ce chiffre sera regarder la trajectoire. Donc, il faut regarder les trajectoires. Oui, mais je vous dis en 2030. Ce sera 0,12%. C'est 8% de la consommation d'eau de l'industrie du Golfe. Donc, ça, aux États-Unis. Donc ça reste très marginal à l'échelle du problème du climat de manière générale. Et c'est d'ailleurs très marginal par rapport à d'autres choses sur Internet, comme le streaming, si vous voulez.
Mais je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts, et il faut les faire et ils doivent être immenses dans les autres secteurs. C'est-à-dire que cette logique-là, finalement très désespérante, qui consisterait, moi c'est vraiment le discours, vous savez, qu'on entend, hein, c'est la personne qui, quand vous allez lui parler du coup écologique de l'IA générative, au lieu de s'en alarmer, va vous dire ah ben pourquoi on nous a emmerdé sur la voiture thermique, qui est une anecdote que je donne dans le livre. C'est-à-dire plutôt que d'y voir une occasion de plus de s'engager et d'être lucide, eh bien on y voit une occasion de se démobiliser. C'est un gros problème. Ça, c'est Et c'est un sujet très important. psychologique, Je peux juste répondre très, parce que- Non, parce qu'on très va- Non, mais répandu. c'est un argument important, je pense. L'idée que c'est pas si c'est moins coûteux en énergie ou en carbone qu'un autre poste de dépense, c'est pas pour autant qu'il faut pas faire d'efforts, parce qu'on peut faire des efforts sur tous les plans. C'est un argument qu'on On n'a entend pas le souvent. choix. Mais moi, je suis pas d'accord avec cet argument, parce que je pense justement qu'on ne peut pas faire des efforts partout. La vie, c'est des arbitrages, les ressources sont limitées. Il faut faire les efforts là où ils ont les rendements énergétiques et les rendements écologiques les plus efficaces. Et aujourd'hui, ça ne semble pas être dans l'IA. Le coût carbone de l'IA est relativement faible, et je pense qu'en face, il y a des bénéfices écologiques incroyables à tirer de cela, des chaînes d'approvisionnement rendues plus efficaces, C'est très la découverte de nouveaux matériaux, etc. Donc, il n'est pas certain que ralentir l'IA aujourd'hui ait un quelconque bienfait pour la planète. Donc je pense que ce la serait, question de fond, parce on peut parler de l'écologie jusqu'à ce soir, mais la question de fond sur laquelle je voudrais qu'on finisse, c'est la question de savoir dans quelle mesure, et c'est la question qu'on se pose tous les quatre, dans quelle mesure on peut ou non maîtriser le développement technologique, en l'occurrence des IA. Vous pensez que oui, puisque pour vous c'est un outil, c'est un marteau amélioré. Paradoxalement, Abel Quentin, vous pensez que oui aussi. Et que c'est le devoir des citoyens de maîtriser ce développement. Moi, je rappelle quand même la fameuse loi de Gabor, hein, si on parle de Ellul et Gabor étaient d'accord là-dessus. Ce qui peut être fait techniquement le sera nécessairement. C'est ça, l'autonomie de la technologie. C'est-à-dire que, quelque part, à partir du moment où une technologie existe, elle se développe, elle est Dans amenée toutes à se ses développer, dans et elle toutes est ses amenée à se développer potentialités. jusqu'au bout. Et d'une certaine façon, le débat qu'on a, que ce soit sur les coûts écologiques ou sur l'autonomie des IA et la boîte noire et sur leur degré d'intelligence et de nocivité potentielle. Moi, ça me fait penser au débat qu'il y avait dans les années 50 autour de la menace nucléaire. C'est-à-dire que dans les années 50-60, au début, dans les premières années de la cybernétique, tout le monde, on pensait vraiment qu'on allait vers la Troisième Guerre mondiale, on pensait vraiment que la bombe atomique allait exploser d'une manière ou d'une autre, et de fait, ça ne s'est pas produit. Et alors, il y a deux théories. La théorie, c'est que finalement, la peur de l'apocalypse, à partir de 1945, l'apocalypse, qui était un scénario métaphysique, est devenu une possibilité technique avec la bombe à hydrogène surtout. Donc tout le monde a eu très peur, et finalement, la guerre froide s'est achevée. Les théories de dissuasion et la guerre nucléaire, la troisième guerre nucléaire, n'a pas explosé. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment maîtrisé avec les dissuasions nucléaires, est-ce qu'on a vraiment maîtrisé la bombe? Est-ce qu'on a vraiment empêché? Ou est-ce qu'on a simplement eu de la chance? Il y a une ambiguïté qui reste sur la nocivité de la technologie, d'une technologie qu'on ne maîtrise que très peu. Après tout, aujourd'hui, les risques de guerre nucléaire sont plus élevés qu'ils n'étaient dans les années 50. Donc, le danger n'est pas écarté. La maîtrise qu'on a pu penser avoir avec les dissuasions, avec les stratégies de dissuasion, on ne sait pas si ça a marché ou si c'est de la chance. Et la question qui se pose vis-à-vis des IA est un peu du même ordre, il me semble. Est-ce que les hypothèses de maîtrise sont réelles, ou est-ce que si on ne va pas vers l'apocalypse, est-ce qu'on aura de la chance ou est-ce qu'on aura maîtrisé la technologie? Est-ce qu'il y a une vraie possibilité de maîtrise de la technologie par la société? C'est ça la question. Je crois que la comparaison avec l'arme nucléaire, à mon avis, a ses limites. À la rigueur, cette comparaison aurait plus de sens avec l'IA générale, donc cette fameuse super intelligence artificielle, parce que le risque d'holocauste nucléaire, c'est un risque. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est suspendu, qui n'aura peut-être pas lieu. Avec l'IA générative, on parle de destruction à l'œuvre. Et donc c'est très très différent de destructions qui sont
en cours, qui sont en train de se faire. Et donc, il y a déjà dans Oui, mais cette qu'on n'arrive espèce pas de... complètement à mesurer. Là, vous venez de vous engueuler tous les Bah, trois. on peut autour mesurer alors on autour s'est des chiffres. on s'est peut-être engueulé sur la question écologique, mais je crois qu'il y a quand même des études d'impact. Je pense par exemple sur la fameuse dette cognitive, étude du MIT Lab, publiée au mois de juillet 2025, et qui nous explique que l'utilisation dans un cadre plutôt universitaire, qui est celui d'un travail de recherche et de rédaction de dissertation, de cet outil montre une baisse de la connectivité cérébrale et même Oui. une connectivité qui n'est pas totalement récupérée. Donc ça, si vous voulez, ça n'est pas un risque. Et donc moi, dans mon essai, j'essaye de rappeler ce vocabulaire très émollient du risque. On a tous envie de parler de risque, ça nous empêche moins de dormir, on peut le mettre à distance, et est un vocabulaire qui est impropre. Non, mais c'est sûr qu'il y a un prix à payer. C'est clair qu'en termes il y a une baisse du niveau engendrée par les nouvelles technologies, pas seulement par les IA. Le niveau d'illettrisme a considérablement augmenté dans les universités américaines depuis une dizaine d'années avec le développement des réseaux sociaux. Tout ça est vrai. Mais on ne sait pas ce que ça va. Le truc, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. On ne sait pas sur quoi ça débouche. Est-ce que ce risque, peut être maîtrisé? Et deuxièmement, qu'est-ce qui va être créé par ailleurs? Samuel Fitoussi, et ensuite Luc Je Julia. pense sur le sujet de la dette cognitive, je suis assez d'accord avec Abel Quentin. C'est un risque réel, mais c'est même un coût qui est déjà là. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis favorable à l'idée justement de créer des sanctuaires sans IA, notamment à l'école, à l'université. Je pense que pour former aujourd'hui les gens, le mieux c'est de le faire sans l'IA, parce que le moment où quand on est jeune, le moment où on apprend, c'est dans l'effort, c'est qu'on rédige quelque chose, qu'on cherche les mots, qu'on lit, qu'on se documente, et c'est dans la friction que notre cerveau apprend vraiment, et l'IA réduit cette friction et on cesse d'apprendre. Donc je pense que si on veut vraiment former une génération de jeunes qui sait encore réfléchir, il faut préserver des espaces sans IA, c'est extrêmement important. Sur le parallèle avec le nucléaire, je pense qu'il est très intéressant parce que on est dans une forme de dilemme du prisonnier ou de théorie des jeux où chacun agit rationnellement, mais ça mène à un résultat sous-optimal pour tout le monde. En tout cas, ça peut mener à ça. Donc avec le nucléaire, c'était si les communistes développaient la bombe, il fallait que l'Occident s'en dote aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est la façon dont les États-Unis réfléchissent. Si la Chine se dote de cette arme, c'est l'IA qui peut être utilisée comme une arme, il faut que les États-Unis s'en dotent aussi et disposent d'une IA meilleure. Et parce que oui, l'IA peut être une arme. L'IA peut, c'est la grande crainte de Dario Amodei, fabriquer par exemple des nouveaux virus, des armes biochimiques. L'IA peut, donc Anthropic récemment a sorti un modèle qui s'appelle Mythos, qui est extrêmement performant, notamment pour trouver des failles de sécurité dans des programmes informatiques. Donc elle peut être utilisée par des hackers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Anthropic n'a pas sorti pour le grand public ce modèle. Elle a d'abord choisi de le donner à certaines entreprises technologiques pour qu'elles protègent ces bases de code avant de le donner au grand public pour que en gros, Anthropic a voulu aider la défense avant de la rendre disponible pour l'attaque. Donc oui, l'IA peut être utilisée comme une arme. L'IA peut créer... l'est de fait, ouais. L'est de fait. C'est une des grandes craintes d'Dario Amodei, c'est que dans le passé, toute personne mal intentionnée n'avait souvent pas les moyens de mettre ses plans maléfiques à exécution. Demain, avec une IA super intelligente à portée de clic, les personnes mal intentionnées auront davantage les moyens de mettre leurs plans à exécution. Et c'est un vrai sujet. Et les laboratoires d'IA travaillent d'ailleurs sur le fait de mettre des garde-fous dans les modèles, le fait de ne pas de répondre aux prompts d'utilisateurs mal intentionnés. Mais évidemment, il y a toujours des façons de faire des jailbreaks et des choses comme ça. Dans cette guerre avec la Chine, c'est intéressant parce que si on compare avec le nucléaire et la guerre et la course atomique à l'époque de la guerre froide, ce qui manque, c'est une théorie de la dissuasion des intelligences artificielles, en l'occurrence. Julia. Moi, je pense que le mot-clé là-dedans, c'est l'éducation. Dans les années 60, ce qui s'est passé avec le nucléaire, c'est une prise de conscience. Parce que la prise de conscience, elle a été au niveau de la crise de Cuba.
quand Oui. on s'est rendu compte qu'on était quand même très, très, très près de faire péter la planète. Et c'est à partir de cette année-là, en fait, que les discussions entre l'URSS et les USA ont commencé pour faire les accords SALT dans les années 70 et 80. Donc, que ça marche pas, qu'aujourd'hui on soit plus proche qu'hier, c'est possible, mais la réalité, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu une éducation non seulement au niveau des dirigeants, mais aussi au niveau des peuples. Les gens qui se sont rendus compte que c'était réel, c'était là. Et je pense que pour l'IA, c'est exactement la même chose. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas assez éduqué. On ne sait pas ce que c'est. On lui fait porter des capacités qui sont, en fait, ces capacités de magie et ces capacités anthropomorphiques dont on a déjà parlé, qui sont ridicules et qu'il faut expliquer. Il faut expliquer que finalement, ce ne sont que des outils, mais des outils qui peuvent, si on laisse la possibilité à tout le monde, c'est ce que vous venez de dire, de faire n'importe quoi, ce qui est possible, on peut beaucoup plus facilement développer des choses très dangereuses avec ces IA, parce que c'est facile à utiliser à cause de ces fameux prompts à qui je parle en langage naturel. Donc je n'ai plus besoin d'être un programmeur, d'avoir des trucs compliqués pour y accéder. N'importe quel bouffon peut accéder au machin. D'accord ? Donc il faut s'éduquer. Et il faut ramener l'esprit critique, et cet esprit critique qui est le cœur même de l'éducation, qui devrait être ce qu'on apprend à l'école en premier, au lieu d'apprendre n'importe quel savoir, on devrait avoir l'esprit critique, c'est-à-dire utiliser ces outils pour pouvoir dire, oui, je peux avoir de la connaissance en utilisant ces machins-là, mais ces machins-là ne me donnent pas forcément des résultats, donc je vais voir un autre machin à côté, peut-être même un livre, peut-être même une personne, et des choses comme ça. Et donc j'apprends à distinguer le vrai du faux, moi-même, parce que je sais que potentiellement, c'est deepfake, c'est fake news, c'est toutes ces choses qui arrivent, donc qui sont des résultats de ces IA qui peuvent devenir n'importe quoi, ça existe. Tant qu'on n'aura pas pris conscience que ça existe et tant qu'on ne sera pas éduqué là-dessus, on continuera à l'utiliser en faisant absolument n'importe quoi. Je ne sais pas comment on éduque 6 milliards de personnes, ou 12 milliards de personnes. Hein. Pardon ? Je ne sais pas comment on éduque une planète entière, parce que c'est quand même un des problèmes. Là, déjà, il faut commencer par éduquer les 600 millions qui utilisent ChatGPT. Hein, donc, c'est moins. Mais ça pourrait être une des choses qui est faite à travers des plateformes elles-mêmes. Donc, quand on parle de réguler, la régulation est compliquée. Hein. La régulation, en Europe, on fait n'importe quoi. L'IA Act, c'est une aberration totale, parce que l'IA Act n'est pas basé sur l'éducation. L'IA Act est basé sur l'interdiction. Et on sait très bien que interdire, depuis 68, nous, on sait ici que ça ne marche pas. D'accord ? Donc, il faut se débrouiller pour faire en sorte que ces IA, et ça commence avec les réseaux asociaux. Moi, si je suis anti-réseau social, c'est parce que c'est absolument ridicule ce qui s'est passé depuis 2005, depuis qu'on a sorti ces réseaux asociaux et qu'on a enfermé les gens dans ces bulles. On ne les a pas éduqués, ils se sont engouffrés dans ces machins-là et ils sont contents d'avoir 1 million d'amis. Moi, j'ai 3 amis, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, je veux dire, il faut juste s'éduquer pour comprendre ce que c'est que le vrai monde. Là, on est dans des mondes parallèles qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Avec Quentin et Samuel Fitoussi. Moi, je crois absolument pas qu'on puisse éduquer, en effet, 600 millions, 8 milliards de personnes. Évidemment qu'il faut le faire, mais je ne crois pas qu'on puisse, si vous voulez, neutraliser les risques d'appauvrissement de l'esprit critique, d'appauvrissement artistique, par l'éducation. Je crois qu'il faut être réaliste et je crois qu'on a un exemple très très intéressant qui nous vient d'un passé très récent, qui sont les réseaux sociaux, avec un débat qui était d'ailleurs très porté par des gens, c'est vrai, qui viennent de la décennie 60 et qui étaient, à mon avis, dans cette espèce d'irénisme, avec l'idée qu'un espace d'expression est structurellement émancipateur et qu'il est terrible d'interdire. Et je crois qu'on en est revenu. Avec cette loi, alors qui vaut ce qu'elle vaut, je ne dis pas, qui est difficile à faire appliquer. Il y a la question des VPN, mais avec cette loi qui est une régulation de l'accès. Et moi, je crois qu'il faut réguler l'accès. Je crois qu'on n'a pas le choix. Évidemment que c'est très compliqué à faire. Évidemment que, de toute façon, là, on arrive dès qu'on se pose la fameuse question léninienne, que faire ? On est dans la spéculation, on est tous désemparés. Et il faut accepter qu'il y a un certain nombre de bêtises, et j'exclus même pas qu'il y en ait dans mon livre, mais je crois qu'elles seront toujours plus excusables que d'être dans une forme de tétanie et de désespoir.
Je voudrais revenir ensuite sur ce que vous avez dit, Mark Weissman, sur Ellul et la fameuse question d'une inéluctabilité de la technique qui aurait vocation à être exploitée dans toute cette potentialité, et qui est évidemment un constat, si on s'en tient là, qui est absolument désespérant et qui conduit à l'inaction. Moi, je dirais deux choses. C'est que la régulation à l'accès, justement, est une façon de prendre acte du fait que ce développement dans toutes ces potentialités de la technologie aura lieu, et que précisément, je ne suis pas en train de dire on va désinventer quoi que ce soit. La question, c'est de savoir quelle place cette technologie aura dans nos vies. Et ensuite, là où c'est vrai que je serais peut-être moins désespéré qu'Ellul. Ellul, il écrit dans les années 70. Aujourd'hui, on est dans un moment historique un peu différent. C'est vrai que l'histoire, elle ne plaide pas pour l'espoir, puisque on pourrait dire que finalement, cette loi dont vous parliez, elle s'applique depuis plusieurs siècles. La question de savoir à quel moment on est entré dans cette course débridée peut être débattue par les historiens. Moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est un livre de Joël Mokyr, La culture de la croissance, qui lui dirait que c'est ce fameux principe baconien, c'est-à-dire cette relation entre la science, la technique, l'industrie se fait peut-être au XVIe siècle, et que d'autres diront que c'est la révolution industrielle. Mais en tout cas, c'est important de rappeler que c'est un moment historique. Ça n'est pas une loi naturelle de l'humanité. Et aujourd'hui, je ne crois pas que la situation soit, par exemple, la même dans les années 70. Et qu'une chose qui me fait dire ça, c'est tout simplement ce que disent les gens dans les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que dans les enquêtes d'opinion, on est face à quelque chose d'assez nouveau, qui est une adoption massive et une défiance massive. Une adoption-défiance. Et il y a un texte de Cédric Villani très intéressant sur Ellul qui dit que tous les critères elluliens de définition de la technique sont parfaitement pertinents pour analyser l'IA générative, sauf deux, mais celui que je voudrais citer, c'est le caractère unanime, c'est-à-dire la salutation unanime d'un progrès technique. Il n'y a plus cette unanimité, et il y a là peut-être un ferment d'espérance. Samuel Fitoussi. Oui, non, c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux. Sur l'idée qu'il faille éduquer toute une génération à faire preuve de davantage d'esprit critique quand l'IA lui parle, sans doute. L'implicite, c'est que l'IA aujourd'hui raconte n'importe quoi aux utilisateurs. Moi, je suis pas d'accord avec cette hypothèse. Je pense que les hallucinations ont significativement diminué depuis 2 ans et n'arrivent presque plus. Évidemment, ça arrive encore, mais c'est vraiment très rare. Il y a aussi des travaux en sciences politiques qui montrent que l'IA a une influence modératrice sur les opinions des gens et a tendance à diminuer le complotisme. Les IA sont par rapport aux réseaux sociaux. Par rapport à la situation, par rapport à il y a 2-3 ans avant l'IA. Oui, parce que les réseaux sociaux ont tendance à polariser, oui. et l'IA a tendance à modérer. Exactement. Ouais. Et parce que les IA sont aujourd'hui plutôt bien alignées, n'adhèrent parce qu'elles ont toutes ce qu'on peut appeler des personnalités, et les modèles, en tout cas ChatGPT, Claude, etc., n'adhèrent pas à des thèses complotistes, sont assez épistémiquement rationnelles. Et donc, quand elles discutent avec des utilisateurs radicaux, adeptes de théorie des complots, ont tendance à les modérer. Donc sur ce plan-là, sur le plan de l'opinion publique, elles ont une influence assez positive pour l'instant. Donc voilà, il faut, je pense, tempérer peut-être le catastrophisme. Et il ne faut pas oublier aussi le fait que ça permet aussi une démocratisation de la connaissance inouïe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où l'éducation, où des jeunes n'ont pas accès à une éducation de haut niveau, n'ont pas les ressources, n'ont pas des librairies à disposition. L'IA donne accès à portée de clic au savoir des plus grands génies qui ont jamais vécu sur cette planète. Ça a aussi, je pense, des bienfaits. Voilà, on va finir sur cette phrase plutôt optimiste, en rappelant qu'après tout, la première révolution des moyens de communication, l'imprimerie, a généré aussi beaucoup de réactions, le sentiment de décadence, d'effondrement des mondes et de siècles de guerre de religion, mais ça a quand même été un progrès sérieux. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt.